inbox, je reçois beaucoup de messages d'inquiétude par rapport à la situation. Je vais vous répondre sans faux fuir. La première préoccupation, les uns et les autres se demandent, Guillaume Soro. Alors, je vais répondre à 3 niveaux. La première question qu'on me pose, la première inquiétude des Ivoiriens, en tout cas ceux de l'opposition, c'est que beaucoup me disent, écoute, honorable, Guillaume Soro, ton leader, a annoncé la non-tenue des élections à la date du 31 octobre 2020 et qu'il n'y aurait pas élection et que le régime de Ouattara prend fin à partir du 31 à minuit, c'est-à-dire le 1er novembre. Le constat, c'est que les élections ont eu lieu. En dépit de cet appel-là, les élections ont eu lieu. Et mieux, Alassane Ouattara a été élu, déclaré président élu par la CEI et même à ce jour par le Conseil constitutionnel qui a validé donc l'élection du président Ouattara. On me demande, est-ce que la parole de Guillaume Soro peut être encore crédible face à une telle situation? Dans de telles conditions, est-ce qu'on peut considérer que Guillaume Soro, là, sa parole est encore crédible? Je vais répondre. Je vais répondre à cette préoccupation. Ça, c'est la première. La deuxième préoccupation. On me dit, Guillaume Soro a marqué son adhésion à la mise en place du CNT dirigé par le président Henri Konan Bédié. L'opposition, toute l'opposition est censée se retrouver dans le CNT pour mener le combat. Au même moment, est-ce que nous sommes sûrs que toute l'opposition va se retrouver dans ce cadre-là, surtout que quelques-uns commencent à émettre des réserves là-dessus? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de l'opposition après la journée du 31 octobre, alors qu'il n'y a pas eu élection? Nous disons qu'il n'y a pas eu élection, alors que Ouattara lui dit qu'il y a eu élection, certains observateurs disent qu'il y a eu élection. Après toute cette période-là, après tous ces morts-là, est-ce que la population attendait de l'opposition des choses qu'elles n'ont pas vues? Est-ce qu'on peut encore espérer avec cette opposition? Voilà la deuxième préoccupation. J'ai résumé la préoccupation en 3 grands volets. Le troisième volet, c'est que on me dit, mais honorable, mais Guillaume Soro là, les gens sont méchants, hein? Guillaume Soro là, beaucoup de ses collaborateurs sont en train de, tout le monde est en train de partir. Mété est parti, récemment Kanigui a suivi, ils ont tous rejoint, ils ont abandonné Guillaume Soro, ils ont rejoint le RHDP. Est-ce que Guillaume Soro peut encore continuer son aventure à cette allure-là? Est-ce que à cette allure-là, Guillaume Soro est sûr d'atteindre ses objectifs? Voilà les 3 grandes préoccupations auxquelles je vais répondre. Mesdames et messieurs, les retardataires prendront le temps à marche. Relativement à la première question, et je vais la relire pour des questions de concision, parce que nos amis de la communication ont l'habitude de prendre morceau par morceau. Je vais vous faciliter la tâche. Vous aurez donc cette intervention en 3 temps. 3 temps. Le premier temps sera consacré à la première préoccupation, le deuxième à la deuxième préoccupation, et puis etc. Guillaume Soro a annoncé qu'il n'aurait pas élection le 31 octobre 2020. Et que Alassane Ouattara ne serait pas président à partir du 1er novembre et que son pouvoir est terminé. Le constat, selon les populations, c'est que les élections ont eu lieu, Ouattara a été élu, déclaré élu par la CEI. Quelle élection validée par le Conseil constitutionnel à ce jour? Alors, on se demande, est-ce que la parole de Guillaume Soro est encore crédible politiquement? Chers amis, je vais vous répondre simplement. Je ne sais pas quand Guillaume Soro parlait, comment vous avez compris les propos de Guillaume Soro? C'est vrai qu'il a parlé en français. Et comme c'est un homme politique, ses propos ont été interprétés chacun selon ce qu'il souhaite et chacun selon ce qu'il veut. Mais moi, je vais vous répondre en tant qu'un disciple de Guillaume Soro.
Je vais vous répondre. Et cette réponse sera en rapport avec la politique actuelle et la politique passée. Je vous rappelle que quand un homme comme Guillaume Soro dit qu'il n'aura pas d'élection, de vous à moi, Ivoiriens, vous et moi, je ne parle pas des observateurs flafla là, non. De vous, Ivoiriens, vous et moi là, nous là, Guillaume Soro a dit qu'il n'aura pas d'élection. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui a dit? Guillaume Soro n'a fait que répéter ce que l'opposition de façon globale a dit. Est-ce que vous connaissez un seul opposant aujourd'hui dans la coalition qui était d'accord que les élections se tiennent le 31 octobre? Ça c'est non. Tout le monde à l'unanimité a dit qu'il ne doit pas avoir d'élection parce que le président Ouattara n'était pas un candidat éligible et que c'était une forfaiture organisée par le Conseil constitutionnel et la CEI. Donc la date du 31 ne devait pas être une date des élections parce qu'il fallait la reporter pour qu'on discute des conditions pour que les élections aient lieu. Mais est-ce que de vous à moi, devant Dieu, est-ce que les élections là ont eu lieu? La CEI même a reconnu, ça c'est eux hein, qui disent combien de milliers de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Ça c'est conformément au mot d'ordre entériné et pris en compte par Guillaume Soro. Plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert. Mais malgré ça, les bureaux de vote même qui ont ouvert, je prends Abidjan. Il y avait quelle affluence ce jour-là dans les bureaux de vote? Il y avait quelle affluence ce jour-là dans les bureaux de vote pour que quelqu'un estime qu'il y a eu élection? Quand même vous prenez une association de village, les associations amicales qu'on crée là, les amicales qu'on crée là, il y a une clause dedans qu'on appelle la clause du quorum. J'ai été député à l'Assemblée nationale avant de délibérer, avant de prendre, de siéger même, on fait l'appel nominal des députés et quand le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas valablement travailler. Et c'est quand le quorum est atteint, on peut valablement délibérer. Est-ce qu'on peut dire ce jour-là, vous qui habitez à Abidjan surtout, que les quelques bureaux de vote qui ont ouvert, il y avait quelle affluence réellement? Je prends pour preuve, à 17 h, c'est pas par hasard que j'ai choisi 17 h, à 17 h ce jour-là, toutes les chaînes étrangères, tous les journalistes sérieux, toutes les presses sérieuses ont annoncé en ligne que le taux de participation était moins de 10%. Mais dans une élection où le scrutin est jusqu'à 17 h, alors que les bureaux forment à 18 h, comme on appelle, le taux de participation n'excédait pas 10%. Vous appelez ça une élection? Est-ce que vous pouvez appeler ça une élection? Voilà la réalité. Et cette réalité s'est étendue sur l'ensemble du territoire. Donc il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui pensent qu'il y a élection, c'est ceux que ça arrange. Et c'est à partir de 17 h là, quand le taux de participation a été remonté, que le président est rentré dans tous ces états pour dire qu'il faut bourrer les urnes. Est-ce qu'il y avait quel candidat en face de Ouattara dans les bureaux? Pour qu'on empêche le bourrage des urnes, il fallait qu'il y ait des candidats. Kakabe même n'était même pas représenté dans l'ensemble des bureaux de vote. Puisque lui, il savait quel rôle il devait jouer. Donc ils étaient seuls avec les agents de la CEI. Ils ont procédé au bourrage des urnes. Et les preuves sont là. Ça dit qu'aujourd'hui, à notre époque, là, on ne peut plus trop mentir. Quand tu mens là, c'est quand tu n'as pas de preuves. Aujourd'hui, les vidéos sont là, où les agents de la CEI sont en train de cocher. Alassane Ouattara, ils cochent ici, Henri Konan Bédié, ils ont donné quelques voix, mais en donnant le maximum à Alassane Ouattara pour faire un scrutin. C'est ce qui s'est passé. Les vidéos sont là, vous-même vous les voyez. Donc les pourcentages qu'ils ont donné là, c'est du bourrage qu'ils ont fait. Parce que personne ne voulait avoir Alassane Ouattara sur sa tête, donc ils ont fait du bourrage des urnes. C'est ça, c'est ce que vous appelez élection. En âme et conscience, vous pouvez appeler ça élection. Donc sur la base de cette réalité, nous on peut considérer qu'il n'y a pas eu élection. Deuxième élément de preuve qu'il n'y a pas eu élection, et qu'il y a c'est une forfaiture qui a été réalisée. Mais la proclamation des résultats là, vous avez vu, vous avez encore des vidéos de ceux qui annonçaient les résultats. Par endroit, la preuve des bourrages, là, par endroit même, le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits.
Vous avez constaté ça, les vidéos existent. Ils ont oublié que quand ils parlaient là, nous on enregistrait, les vidéos existent. Ils ont vite découvert leur forfaiture, leurs erreurs. Ils ont coupé et ils ont fait une proclamation globale. Même dans la proclamation globale, ils ont encore fait des erreurs qui sont là dans les vidéos. Prenez les pourcentages, additionnez, vous verrez que le faux les a rattrapés jusqu'à la proclamation des résultats. Qu'est-ce que vous attendez de Kone Mamadou encore? Le Conseil constitutionnel là, qu'est-ce que vous attendez de lui? Quelqu'un qui a écarté les autres candidats sur la base du faux. Parce que Alassane Ouattara lui a dit non, voilà celui-là, il faut prendre celui-là, il faut prendre celui-là. Celui-là, vous pensez que Kone Mamadou du Conseil constitutionnel que vous connaissez là, lui il peut dire non, que le scrutin là, il faut le reprendre parce qu'il est entaché d'irrégularité. Kone Mamadou ne le fera pas. Donc, en quoi est-ce que Guillaume Soro, sa parole là est vide? Il a dit, il a assumé, et les élections n'ont pas eu lieu effectivement. Voilà la démonstration. Maintenant, pourquoi Guillaume Soro dit à partir du 1er, Alassane Ouattara ne sera pas président? Mes chers amis, prenez les résultats tels que annoncés. Il y a 7 600 et quelques mille électeurs. On va dire 7 millions et quelques. Sur les 7 millions d'électeurs, malgré le bourrage unilatéral, l'élection unilatérale d'Alassane Ouattara, regardez le nombre de voix qu'il a obtenu. On parle de 3 millions. 3 millions sur 7 millions. Comment vous appelez ça? Quand on est 3 millions dans 7 millions là, il reste 4 millions et quelques. 4 millions d'Ivoiriens ont dit non à Alassane Ouattara en n'allant pas voter. Malgré qu'il a fait le bourrage. Malgré qu'ils ont bourré là. Malgré qu'ils ont arrangé seuls. Sans adversaire, tout là, ils se sont retrouvés avec 3 millions d'électeurs. Est-ce que 3 millions d'électeurs à côté de 4 millions et quelques, est-ce que le quorum a atteint? Sur cette base-là, Alassane Ouattara peut-il être considéré comme légitimement président de la République de Côte d'Ivoire? Non. Donc de ce point de vue-là, la parole de Guillaume Soro a été respectée. Maintenant, dans quelle situation sommes-nous? Vous allez me dire, mais malgré tout ce que tu dis là, il est élu, il est président, il est assis. Mais oui, même s'il n'y avait pas eu élection, Alassane Ouattara aurait pu être président aussi. C'est parce qu'il a refusé tous les compromis, il a violé la Constitution. Sinon la Constitution lui donnait le droit, au cas où les élections n'avaient pas lieu, qu'il continue d'assurer l'intérim en attendant que les conditions soient réunies. C'est ce que la Constitution elle-même elle dit. En cas d'événement majeur qui a empêché les élections, le président sortant continue jusqu'à ce que le nouveau président de la République prenne fonction. Mais comme lui, il a violé la Constitution, c'est pour ça que nous, on dit on ne le reconnaît pas dans cette posture. Mais il a forcé les choses. Il dit qu'il est président. D'après lui, hein, il dit qu'il est président de tous les Ivoiriens. Il est seulement président de moins de 2 millions d'Ivoiriens. La réalité, c'est qu'Alassane Ouattara, il y a moins de... On va lui donner 10%. Il y a 10% de la population électorale qui l'a voté. Donc il y a au moins 90% des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans son élection. En réalité, il a forcé, il a triché, il a mis tous les mots là, il a pris le bulletin, il a signé, il a mis dedans. Donc de ce point de vue, je suis à l'aise de vous dire que la parole de Guillaume Soro a été respectée. Guillaume Soro a dit que les élections n'auront pas lieu le 31, Alassane Ouattara ne sera pas président. À la lumière de ce que je viens de faire, et je viens de vous démontrer, on peut constater effectivement que vous pouvez être d'accord avec moi que les élections là n'ont pas... Même au RHDP, ils sont conscients que les élections ne sont pas justes. Autre élément de preuve, c'est qu'Alassane Ouattara ne savait pas, c'est que malgré que nous on disait on ne va pas aux élections, nous on savait que lui il allait s'entêter pour aller. On a beaucoup de nos représentants dans les bureaux de vote là, on a envoyé nos éléments. Quand on leur a demandé de faire des cochers là, ils ont coché et ils se sont filmés pour nous envoyer. On a toutes ces preuves. Oh, on en a suffisamment qui prouvent que c'est du bourrage qu'ils ont fait. Donc, la parole de Guillaume Soro a été respectée. Si vous voulez ramener cette élection-là, ce mot d'ordre-là, au lieu de le considérer comme un mot d'ordre de l'opposition, c'est dommage que certains, même de l'opposition, considèrent que c'est Guillaume Soro qui était le détenteur de ce mot d'ordre. Mais non, c'est un mot d'ordre de l'opposition. Mais qu'à cela ne tienne, si on ramène à Guillaume Soro seul, oui, je peux dire que je remercie les Ivoiriens, je remercie la population ivoirienne. Effectivement, donc, le mot d'ordre de Guillaume Soro a été respecté. Mais j'ai fait une autre lecture. Parce que beaucoup nous appellent pour dire, ah,
Vraiment, quand il te prend en inbox, il te dit, mais nous on pensait qu'il allait prendre les armes pour enlever le truc là sur notre tête. C'est ce que nous on attendait de lui, mais diantre. Hey! Enlever 18 ans dans notre vie. On nous a manipulé en 2000 là. Diop Soro que vous voyez là, enlever 18 ans dans son âge. Alassane Ouattara a fait 10 ans au pouvoir, nous on a fait rébellion 8 ans, ça fait 18 ans. Enlever ça dans son âge, il avait quel âge? Si vous n'avez pas compris que Diop Soro a mûri, et que nous qui sommes avec lui, ses compagnons de lutte, on a aussi mûri, et que nous on ne peut plus recourir aux armes pour régler une situation, mais vous vous trompez. Pourquoi vous pensez que Diop Soro doit prendre des armes pour libérer la Côte d'Ivoire? Pourquoi? La première fois qu'on a fait rébellion là, qu'est-ce que les gens disaient? Ah, quelle que soit la situation, on ne doit pas recourir aux armes. Les politiciens, toutes classes confondues, y compris même ceux avec qui nous sommes à l'opposition, ils ont dit que les armes n'étaient pas la meilleure façon de régler les problèmes. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. On est d'accord. On a pris acte. On s'est rendu compte qu'effectivement, on aurait dû recourir à autre chose. Pour deux raisons, on est d'accord. La première des choses, c'est qu'effectivement, on pourrait recourir à autre chose, au dialogue et aux méthodes démocratiques qui sont là pour régler les problèmes. La deuxième raison, c'est qu'on ne savait pas qu'on se battait pour des ingrats qui n'allaient pas eux-mêmes nous reconnaître ce qu'on a fait pour eux. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est bien placé pour savoir qu'effectivement, le recours aux armes pour un homme politique, ce n'est pas la meilleure méthode. Ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, sur cette base, ayant tiré les leçons, nous avons demandé pardon. Diop Soro continue de demander pardon aux gens. Parce que quand tu utilises les armes, ça fait des dégâts. C'est à ce même Diop Soro là, vous allez vous asseoir pour dire qu'il faut prendre des armes pour aller enlever Alassane Ouattara. Ah bon? Alassane Ouattara, pour qui on s'est battu, il n'a même pas reconnu. Et aujourd'hui, là, même s'il avait la possibilité, là, même, là, parce que lui-même, il est mouillé jusqu'au cou. S'il aussi avait la possibilité de nous amener aujourd'hui devant les juridictions, il allait le faire. Il dit non, il n'a rien à voir dedans. Vous voulez que nous encore, on vienne recourir aux armes? Diop Soro n'est pas militaire, il a fini avec ça. Diop Soro n'était pas candidat, il a dû faire quelques erreurs dans ce sens. Mais aujourd'hui, Diop Soro ne peut pas recourir aux armes pour régler un problème politique. Diop Soro est dans ses méthodes diplomatiques, offensives diplomatiques. Diop Soro est dans le discours. On dit non, 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 il parle trop. Mais un homme politique est fait pour parler. Quand tu es sourd-muet, tu ne peux pas faire la politique. Si Diop Soro était un sourd-muet, il n'allait pas pouvoir faire la politique. Diop Soro n'est pas un sourd-muet. Il parle et il parlera quand c'est nécessaire. La responsabilité d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir est intacte. Elle incombe à tout le monde. Elle n'incombe pas qu'à Diop Soro seul. Je suis désolé. À moins que l'opposition aujourd'hui se réunisse pour dire, bon, notre seul candidat s'appelle Diop Soro. À partir de ce moment, la responsabilité lui revient uniquement. Mais au stade actuel, où nous sommes un regroupement de partis politiques, la responsabilité de sauver la Côte d'Ivoire revient à toute l'opposition. Il faut que ça se soit sûr. C'est le lieu de rappeler que Diop Soro est solidaire de toutes les actions démocratiques que l'opposition aura décidées. Et on va avancer, on va assumer, il prendra sa responsabilité. Mais diantre, c'est le moment aussi de dire aux autres membres de l'opposition de se lever pour parler aussi comme Diop Soro. Pourquoi vous voulez que ce soit Diop Soro seul qui parle, qui assume? Pourquoi? Le président Henri Konan Bédié a 86 ans. C'est à nous, c'est nous qui l'avons mis là, c'est nous qui avons dit assume. Si à ce temps il accepte d'assumer, mais il faut que les autres membres de l'opposition assument comme Diop Soro. Afin que ça aujourd'hui en prison. Parce qu'il a assumé. Pourquoi les autres membres n'assument pas? Pourquoi les autres membres n'assument pas? Ils sont assis, ils disent qu'ils sont opposants, tous se mettant dans les costumes des ministrables, attendant une éventuelle victoire, que Diop Soro vienne avec l'épée couper la tête de Alassane Ouattara. Comme ça, ils vont se lever maintenant pour dire oui, ils ont les mains propres. Et leurs mains là sont propres. Les cadres de l'opposition, Diop Soro est un individu. Il est né d'un père et d'une mère. Il a le sang humain là qui circule dans ses veines. S'il assume avec courage le combat contre Alassane Ouattara, je demande à chacun d'entre vous de ne pas laisser Henri Konan Bédié prendre la honte. Au PDCI, au FPI, et les autres partis politiques, UDPCI,
excusez-moi, je n'ai pas la liste en face de moi, tout le monde doit pouvoir assumer le mot d'ordre. Pourquoi c'est Guillaume Soro seul qui doit parler? Pourquoi? Les cadres du FPI, vous faites quoi? Les cadres du PDCI, vous faites quoi? Vous attendez que le combat porte pour venir avec vos CV. C'est vous qui avez les CV les plus importants pour venir profiter. Et après dire oui, j'ai les mains propres. Non, pas question. Levons-nous tous, chers frères et sœurs. Maintenant, si on ne peut pas, on n'a qu'à se dire la vérité. Si on ne peut pas se lever, on ne peut pas encourager les gens à sortir. On ne peut pas faire sortir la foule pour chasser Ouattara. Parce que moi, je suis pour que la foule le chasse. On l'empêche de dormir à Abidjan. On n'a qu'à l'empêcher de travailler. On n'a qu'à l'empêcher de dormir. Parce qu'il n'est pas notre président. Mais le recours aux armes, ça, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas d'amis militaires. Je n'ai pas de frères militaires. Donc, je ne peux pas dire les militaires n'ont pas fait quoi que ce soit. Ils sont aussi ivoiriens. Si eux, ils pensent que ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire à leurs parents que nous sommes, ce qu'Alassane Ouattara et son RHDP sont en train de faire aux Ivoiriens, si les forces de l'ordre pensent que c'est une bonne chose, c'est notre destin, acceptons. Mais si on pense que ce n'est pas normal, c'est à nous de nous battre sans les forces de l'ordre pour enlever Ouattara au pouvoir, pour chasser Ouattara et le RHDP du pouvoir. Maintenant, si dans notre combat, les forces de l'ordre pensent que vraiment on mérite leur soutien et qu'ils viennent déposer Alassane Ouattara, je serai le premier à danser. Je vais danser toute la nuit, je vais danser. Parce que c'est mon souhait. Si ce n'est pas les forces de l'ordre que Dieu va passer pour l'enlever, ils vont l'enlever. Maintenant, si ce n'est pas nous les civils, ne baissons pas les bras. Continuons le combat, chers frères. Regardez-moi droit dans les yeux. Il faut qu'on se batte. Si on ne continue pas de se battre, alors il ne nous reste qu'une seule chose. Si on ne peut pas continuer de se battre pour aller à Alassane Ouattara, il ne nous reste qu'une seule chose. On se met en rang pour aller lui demander pardon. Un rang Henri Konan Bédié en tête. Comme il ne marche pas fort, là, on va le suivre doucement, doucement. Nous tous, on se met derrière lui. Lui, ça va, lui, il est le plus âgé. Il attrape les pieds d'Alassane Ouattara, il essuie ses chaussures, il lui demande pardon. Vraiment, on s'est trompé. Pardon, on te demande pardon. On va plus manifester. Si vous êtes d'accord, là, on va dire au président Henri Konan Bédié, allons-y, on va demander pardon à Alassane Ouattara. Derrière Alassane Ouattara, le deuxième dans le rang va s'appeler Laurent Gbagbo. Il se met en rang, on s'en va demander pardon. On lui dit, bon, il faut rester au président à vie. Même si tu vois plus clair, tu es président, le jour où tu meurs là, tu nous dis quand tu vas mourir là, qui on va mettre là, tu nous dis, tous tes successeurs que tu veux là, il faut dire, on va accepter. Si Laurent Gbagbo accepte ça, on le suit, papa, on s'en va. Le troisième dans le rang là, j'accepte que ce soit Guillaume Soro. Et si Guillaume Soro est dans le rang, tous les autres doivent être dans le rang, et moi je serai dans le rang aussi pour les suivre. Ah, si moi-même mes patrons sont devant, pourquoi moi je vais rester où? Je suis dans le rang, on va aller demander pardon pour que ça cesse. Mais si on n'est pas d'accord avec ça, il est aussi difficile et méchant de croire que ce combat-là, Guillaume Soro doit le mener seul. C'est très grave, c'est très méchant. Il faut arrêter ça. À ce âge-là, voilà le président Bédié qui est persécuté. Laurent Gbagbo, on lui dit, tant qu'il ne vient pas essuyer les chaussures de Alassane Ouattara, il ne rentrera pas au pays. On accepte ça? Je ne suis pas d'accord. Les Ivoiriens qui sortent, il faut leur dire merci, il faut saluer leur courage. Il faut saluer leur courage. Donc on arrête ce débat de qu'est-ce qu'on attend pour enlever Guillaume Soro, il nous a pas, il vraiment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est militaire. À supposer même que Guillaume Soro opte pour la voie militaire. Mais même là, est-ce que Guillaume Soro à lui seul peut prendre une calache, aller mener le combat pour enlever Alassane Ouattara? Il faudra forcément des gens. Donc à tout point de vue, le combat là, à tout point de vue, c'est une question d'action commune. On en veut aux forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre aussi attendent que nous aussi on avance. Peut-être qu'ils attendent ça parce que dans le monde entier où j'ai vu des coups de force, c'est la population civile d'abord. Et puis les forces de l'ordre arrivent après. Mais nous on a assis, on veut s'asseoir, on dit non, non. Il faut laisser les forces de l'ordre faire le travail. Mais non. Les forces de l'ordre là, eux ils regardent, hein. Et ils sont là, on dit comme leur nom l'indique, les forces de l'ordre. Ils sont conscients. Ceux qu'on fait tuer chaque jour là, ce sont leurs parents. Ce sont leurs parents. S'ils acceptent ça, on n'y peut rien. On va attendre l'heure de Dieu. Voilà ce que je peux dire conformément à la première préoccupation. Les résultats ont été validés. Ça,
Ceux qui les ont validés, c'est le même RHDP. Donc, c'est le RHDP qui félicite le RHDP. Et je dis qu'ils sont moins de 10% de la population ivoirienne. Nous sommes donc les plus nombreux. Comment vous pouvez comprendre que la milice, ils sont combien et ils arrivent à contenir toute la population ivoirienne? Ouattara et sa milice réunis, il ne faut même pas plus de 10%. Et la masse, 90% que nous sommes là, on est incapable de les maîtriser. Ça veut dire que c'est de notre faute. C'est de notre faute. Donc il faut qu'on se lève. Organisons-nous suffisamment. Si on abandonne, on aura fait tuer nos frères qui sont morts pour rien, souvent des innocents, qui n'ont jamais goûté un seul franc même de la politique. Mais ils ont pris le courage, ils ont assumé. Beaucoup sont morts. Il y en a encore qui sont sur le terrain. Et c'est en ce moment-là, c'est maintenant là qu'on doit faire un bloc autour du projet du départ d'Alassane Ouattara. C'est maintenant qu'il faut faire un bloc autour du projet du départ d'Alassane Ouattara. Il a refusé toutes les voies de dialogue. Alors il ne nous reste qu'une seule chose, c'est de le faire partir. C'est de le faire partir civilement les mêmes nuits. Nous devons pleurer, parce que quand on frappe un enfant, on ne l'empêche pas de pleurer. Nous les Ivoiriens, on doit pleurer pour dire qu'Alassane Ouattara nous fait mal. Il faut que le monde entier le sache. Et c'est parce qu'on ne pleure pas suffisamment pour que les autres entendent que les gens font le semblant. Regardez au Mali, c'est la population civile d'abord qui a pris les rues. Pendant combien de mois ils étaient en train de traquer le régime? Un matin, les militaires ont pris leurs responsabilités, ils l'ont déposé. Partout, les révolutions se passent comme ça. Je ne vais pas citer d'autres exemples, mais il y en a plein, vous le savez. Alors, conformément à la première préoccupation, voilà celle-là. Que les partis politiques de l'opposition, les cadres, je ne parle même pas des leaders, je veux dire des présidents, non, les cadres même à l'intérieur des mouvements. Moi, je suis cadre du GPS, mais quand Diom Soro parle, moi je parle, il y a combien de cadres des autres partis politiques là qui accompagnent la voix officielle? Mais on ne se contente pas de faire des communiqués et puis on est assis. Non, levons-nous, chers frères membres de l'opposition. Vous avez une fois vu une prison où on a mis tout un peuple. C'est pas possible. Alassane Ouattara va tuer, mais il ne pourra pas tuer tout le monde. Il va mettre les gens en prison. Mais quand les prisons seront débordées des Ivoiriens, 90% des Ivoiriens, il a quelle prison pour mettre tout ce monde là-bas? Et même s'il a la volonté de le faire, là, vous pensez que Dieu va l'aider à le faire? Vous pensez que Dieu va lui donner ce pouvoir-là de mettre tous les Ivoiriens en prison? À un moment, il dira, non, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on discute. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Donc voilà la première préoccupation. Je pense que j'ai suffisamment épilogué là-dessus. Pour nous, les élections n'ont pas eu lieu. On ne reconnaît pas Alassane Ouattara. La preuve, c'est que je ne l'appelle même pas président Ouattara. Je l'appelle Ouattara. Simple. C'est un Ouattara. Moi, je suis Konaté, c'est un Ouattara. Donc, lui-même, en temps normal même là, c'est ces cheveux blancs là que je respecte à cause de ça. Sinon, normalement, c'est un Ouattara. Je ne dois pas respecter ces gens-là. C'est comme ça. Alors, la deuxième préoccupation, chers amis. La deuxième préoccupation, on me dit, l'opposition vient de mettre en place le CNT. Diom Soro s'est approprié cette nouvelle organisation qui semble ne pas avoir l'assentiment de toute l'opposition. Non. Et que peut-on encore attendre de cette opposition politique? Mais écoutez, la politique c'est un métier. La politique c'est un métier. Quand on s'engage dans la politique là, c'est un métier. Il faut l'assumer. Il faut assumer. Tant que, Angula dit, tant qu'on marche, les mains doivent faire le mouvement, les va-et-vient. C'est quand on a arrêté que les mains sont immobiles. Mais quand on marche, les mains doivent faire les mouvements. Mais on a un objectif à atteindre, c'est le départ de Ouattara du pouvoir. On ne l'a pas encore obtenu. Mais on est obligé de continuer, de s'organiser, d'adapter la chose, jusqu'à ce que Dieu nous dise Amen ou Amina pour qu'il quitte. Donc, l'opposition, on me dit non, on va mettre tous les leaders en prison. Mais c'est quand on met tous les leaders même en prison que la lutte devient intéressante. Nous, on a eu cette expérience à la FESI. Ceux qui ont mon âge, qui sont de ma génération, quand on arrêtait nos leaders, il arrivait des mois où on arrêtait nos leaders sur la cité universitaire, on les mettait tous en prison. Comment on faisait? On s'organisait pour imposer notre volonté, pour qu'ils sachent que ceux qui sont en prison ne sont que des porte-voix. Et que la vraie masse population
qui est préoccupé par la situation, c'est la base que nous sommes. Mais quand les dirigeants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre tous les étudiants en prison, ils finissent par sortir ceux qui sont en prison et puis on s'assoit, on parle. Donc c'est simple, on va redéfinir. Il faut redéfinir. Moi, mon problème, c'est qu'il faut que les cadres de l'opposition se réveillent. Il ne faut pas que les uns et les autres gardent leurs mains pour dire qu'ils veulent avoir des mains propres. On ne peut pas prendre un pouvoir avec un homme comme Ouattara, pouvoir dans sa main avec des mains propres, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas rêver à ça. Tous ceux qui pensent qu'on peut prendre le pouvoir avec des mains propres, ils se trompent. Ils se trompent. On ne prendra jamais ce pouvoir-là avec les mains propres. Non. Peut-être que ça va arriver un jour en Afrique, mais pas maintenant. Alors, organisons-nous suffisamment. Donnons-nous. Moi, je suis pour qu'on prenne la rue chaque jour. Ne vous en prenez pas aux ethnies. Nous, notre combat n'est pas orienté sur les ethnies. Ne nous en prenons pas aux biens privés. Ce n'est pas notre rôle. Les biens privés, c'est nous-mêmes. Organisons-nous. La désobéissance civile doit être un programme pour chacun de nous. C'est ça qui va être notre combat. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre la suite. Et non s'asseoir pour attendre que quelques-uns mènent le combat, pour que d'autres viennent pour présenter leur CV, pour être ministre, DG, ambassadeur et autres, tout ça. Non, c'est le moment. Tu n'as pas participé à ce combat-là. Tu ne seras pas ministre. Si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas organiser, tu ne seras pas ministre. Parce qu'on va te demander qu'est-ce que chacun a fait. C'est trop facile de s'asseoir pour dire Diom Soroso n'a qu'à parler. Pourquoi? Pourquoi Diom Soroso ne va parler? Et ce Bédier là, Diom Soroso est le seul fils de Bédier. Nous tous, nous sommes des enfants de Bédier. Pourquoi on ne peut pas se lever pour soigner l'honneur? On prend Bédier en otage à Abidjan et puis rien ne se passe. On prend Afin Guessa, on le jette en prison, mais rien ne se passe. On est là, on est assis. On dit non, on attend Diom Soroso. C'est pourquoi? Diom Soroso va venir faire quoi? Lui seul là, il est comment? Physiquement là, il n'a pas le même physique que nous bien. Donc organisons-nous, tous les cadres là, mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble effectivement dans le combat pour qu'on avance. Ça c'était la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, elle est un peu familiale. Je vais dire GPS. On me dit, certains collaborateurs de Diom Soroso l'ont abandonné et ont rejoint le RHDP. Diom Soroso peut-il continuer son aventure à cette allure? Le cas de Meïté Sendou et Kanigui Soro. J'ai l'habitude de vous dire une chose. Je ne réponds pas aux compagnons de lutte. Parce que ce n'est pas parce qu'on lutte ensemble qu'on a forcément les mêmes problèmes. On peut dormir ensemble, on peut mener le même combat, on peut avoir les mêmes objectifs politiques. Mais les réalités de la vie font que chacun prend sa route. Moi, personnellement, je le dis devant tout le monde, j'ai juré que je n'abandonnerai pas Diom Soroso. Il y en a qui ont dit je suis idiot. Je dis non, je ne suis pas idiot. C'est une option que moi j'ai faite. Je n'ai pas dit que Diom Soroso est l'homme le plus parfait au monde. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que Diom Soroso n'a pas de défauts. Nous-mêmes, on le critique. Nous, là, nous les proches de Diom Soroso, là, on le critique. On le critique. Lui aussi, nous-mêmes, lui aussi, il nous critique. Mais on s'attend sur l'essentiel. Le pacte de non-trahison. Et quand chacun de nous a l'occasion de dire la vérité à l'autre, on lui dit. Voilà ce qui nous lie à Diom Soroso. Donc, s'il y a des gens qui ont des objectifs autres que ce qu'on a en commun, ils s'en vont librement. Ils sont libres de partir. Nous, Diom Soroso est le premier. Ce jour-là, si Meïté a bonne mémoire, Meïté, Kanigui, ils ont bonne mémoire, ils vont se rappeler qu'un jour, Diom Soroso nous a réunis à son domicile. Je crois que le ministre Konaté était encore avec nous. Et ce jour-là, il a dit, ce combat-là, il sera difficile. Et autour de cette table-là, beaucoup parmi vous risquent de ne pas tenir si vous n'êtes pas suffisamment fort dans la tête. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit ce jour-là. On l'a regardé bizarrement. Il a dit, il va arriver un moment où chacun d'entre nous va se demander qu'est-ce que je mange demain, qu'est-ce que ma famille mange demain. Mais tout ça, c'est les épreuves de Dieu. Il nous l'a dit. Et on le découvre. Moi, je vais vous dire une chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous voyez Jésus? Jésus est un être exceptionnel pour les chrétiens. Jésus, là, c'est l'enfant de Dieu pour les chrétiens. Jésus n'a-t-il pas connu de preuves? Jésus n'a-t-il pas connu la trahison? Jésus n'a-t-il pas été maltraité par ses proches?
Lui, l'élu de Dieu, là, n'a-t-il pas connu cette tortue, cette méchanceté des hommes? Et pourtant, il était l'élu de Dieu. Mais il a connu les épreuves. Pour nous qui sommes musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a quitté ses terres natales grâce à la méchanceté de ses frères. Il a connu l'exil comme Guillaume Soro. Il est allé en exil durant des années avant de revenir. Et pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans est celui par qui toutes nos prières passent pour arriver à Dieu. Ça dit que quand vous faites des bénédictions, vous souhaitez, vous avez des doléances à présenter à Dieu là. Tant que vous ne répétez pas son nom au moins minimum 3 fois, votre prière là n'arrivera pas à Dieu. Mais est-ce qu'il n'a pas connu l'exil? Est-ce qu'il n'a pas souffert? Il n'a pas connu les tortures? Il n'a pas de méchanceté des êtres humains? Il n'a pas quitté sa terre natale comme Guillaume Soro pour être en exil en France? Donc pour moi je garde la foi. Chacun de nous est démarché chaque jour. Moi j'ai des amis. Il y en a qui te disent, oui, bon, vraiment, je sais que tu as des problèmes, mais si je te donne temps, je n'ai pas dit le nom d'un grand frère que j'ai appelé un jour. Il a dit, j'aimerais de 2000 €. Il m'a dit, ah oui, je vais t'envoyer ça, mais il faut que toi, tu rentres au pays, il faut que tu rejoignes le RHDP. Je lui ai dit, bon, il faut garder tes 2000 €. Moi, je ne trahis pas à cause de l'argent. Ils se lèvent, ils s'en vont dire tout cela. Zia va venir bientôt au RHDP. Moi, Zia, je n'irai pas au RHDP. Celui qui veut me donner à manger, il n'a qu'à me donner à manger. Celui qui veut me donner à boire, il n'a qu'à me donner à boire. Moi, je n'irai pas. Mais vous qui avez choisi de partir, c'est votre droit. Guillaume Soro m'a dit un jour dans un entretien personnel, je me souviens ce jour-là, entre 1 h et 2 h du matin, il m'a dit c'est la traversée du désert qui va faire la sélection naturelle des hommes de conviction qui vont m'accompagner. Je répète. C'est la traversée du désert qui va faire la sélection naturelle des gens qui sont sincères avec moi, qui ont des objectifs, les mêmes objectifs que moi, et c'est dans la traversée du désert qu'on va les découvrir. Mais nous qui sommes croyants là, il y a des périodes dans l'année où on gêne, mais c'est tout le monde qui gêne. Vous passez toute la journée avec quelqu'un à la mosquée, mais quand la période de gêne arrive, il ne gêne pas. Donc, Méité fait partie de ceux qui ont décidé de ne pas supporter la faim qui nous tape. Il peut le dire, Koraté qui parle là, il sait que nous là, parce que vous êtes capable de penser que c'est pas Guillaume Soro nous donne l'argent, que nous on se bat avec lui. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Méité sait que c'est pas ça. Lui il connaît, je ne dirais pas. Mais il sait que c'est pas parce que Guillaume Soro nous donne l'argent qu'on a acquis à la cause de Guillaume Soro. Non. Le combat que nous menons, le GPS c'est notre propre enfant. C'est nous qui l'avons inspiré. On l'a pratiquement imposé à Guillaume Soro. Kaniki sait que Guillaume Soro même a failli être même le candidat du racisme. Mais c'est nous, on a dit non. Il faut que Guillaume Soro crée le GPS. Il faut qu'on crée le GPS. On a créé le GPS pour une harmonie parce qu'il y avait plusieurs mouvements. Il faut éviter d'aller dans tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Guillaume Soro, ça va créer des problèmes. Il faut que tu crées un mouvement. Comme ça, on va être en symbiose avec l'ensemble des mouvements. C'est nous. Méité fait partie de ceux qui ont écrit les lettres de ce mouvement. Aujourd'hui, tu vas aller t'asseoir pour raconter n'importe quoi. Toi, Méité, tu peux aller raconter n'importe quoi aujourd'hui. Je respecte ton choix. Mais je t'ai déjà dit, le seul fétiche sur lequel on ne pisse pas, il s'appelle Guillaume Soro. Si tu le fais avec moi, je vais réagir. Je te l'ai déjà dit. Toi, tu es qui? Quand tu te regardes, toi là, toi, tu peux déconstruire Guillaume Soro. Toi, Méité que je vois là, on dirait un poulet piqué là. Toi, tu peux déconstruire Guillaume Soro. Est-ce que tu as une mémoire? Même si tu es méchant, il faut avoir une mémoire pour te rappeler au moins ce que Guillaume Soro a fait pour toi. Est-ce que ce que Guillaume Soro a fait pour toi là, il a fait la moitié pour moi? Tu es né traître, tu mourras malhonnête et malheureux. Parce que j'ai une idée de ton parcours. Tu n'étais qu'un simple journaliste, un patriote et autres. Mais c'est Ahmed Bakayoko qui a été ton premier leader. Mais tu n'as pas hésité à le trahir pour rejoindre, pour aller faire tes preuves avec Guillaume Soro. Pour toi, là, dès que le soleil brille quelque part, tu t'en vas là-bas. Tu as trahi Ahmed Bakayoko. Même tes premiers costumes, ton premier costume que tu as porté dans la ville, là, qui a payé? C'est pas Ahmed Bakayoko. Est-ce que tu es resté fidèle? Tu ne te rappelles plus ce que tu nous disais d'Ahmed Bakayoko quand tu étais avec nous? Mais tu l'as quitté, tu as rejoint Guillaume Soro. Mais attends, quand vous cherchez l'épouse de quelqu'un qui est marié, une femme mariée, et qu'elle accepte de vous épouser, vous-même, quand vous l'épousez, vous devez vous attendre à ce qu'un jour, quelqu'un d'autre vous l'arrache. C'est ton cas. Nous, on savait que toi, là, tu n'es pas un homme sincère, que tu allais partir un jour.
Tu crois que le RHDP, ils sont méchants, mais ils ne sont pas idiots. Hein? RHDP, là, ils ne sont pas reconnaissables, ils sont méchants. Ils sont même criminels. Mais ils ne sont pas idiots. Hein? Toi, tu peux aller t'asseoir aujourd'hui au RHDP pour leur démontrer que Guillaume Soro, là, tu peux le déconstruire. Et puis, ils vont te croire. Quand tu parles là, ils te regardent, ils rient. Il faut réfléchir, il faut être intelligent un peu. Même quand on a faim, là, on ne devient pas... Il ne faut pas dire le mot. Parce que tu as faim, tu te crois tout permis. Aujourd'hui, parce que Alassane Ouattara a braqué les élections, il a braqué le pouvoir, tu espères être nommé dans ça, donc c'est le moment d'attaquer Guillaume Soro, il faut raconter n'importe quoi. Bientôt même, tu vas même démontrer par A plus B que Guillaume Soro était djihadiste et que quand il était avec toi, mais si, dès que tu finis de le dire là, tu te mets dedans, hein, vous partez ensemble. Voilà la vérité. Il faut que tu arrêtes. C'est trop enfantin. C'est enfantin, toi, mérité, tu vas parler de Guillaume Soro. Toi qui lui courais partout là. Ce que Guillaume Soro te donnait là, il n'a même pas donné. Nous autres, on n'a jamais eu là. Même la moitié, on n'a pas eu. Même la moitié, on n'a pas eu. Il faut être gentil un peu. Il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai dit que je ne répondrai pas aux gens. Mais si tu exagères, mérité, on va te mettre à ta place. Toi, tu veux quoi? Tu as apporté quoi même à Guillaume Soro? Après, à la grande gueule là, toi, tu as apporté quoi? Combien de fois Guillaume Soro t'a financé pour que tu sois élu? Tu n'as jamais pu être. Moi, au moins, j'ai été élu une fois. La dernière élection où on est parti là-bas, toi, tu as eu combien? Guillaume Soro t'a donné combien pour aller être candidat à Bangourou? Tu as eu combien de voix? Faut jeter un coup d'œil dessus. Tu peux apporter quoi au RHDP? À part le griotisme là. Tu peux apporter quoi? Moi, la même élection, moi, j'étais candidat au conseil régional. J'ai eu 3 ou 4 fois le nombre de voix que toi, tu as eu. Alors que tu as eu 10 fois plus de moyens que moi. Nous, on n'a pas trahi Guillaume Soro, c'est toi qui vas le trahir. On ne t'en veut pas d'avoir trahi parce que tu as faim, tu es un affamé. Il faut aller assumer. Même ta maison dans laquelle tu dois habiter là, qui a payé? Tu as eu la maison là grâce à qui? Ou bien de te dire, c'est que le jour où tu m'as dit oui, vraiment grâce à Guillaume Soro, quand vous étiez à la primature, c'est là que tu as eu la maison. Tu as oublié ça? Tes voitures là. Combien Guillaume Soro a payé combien de voitures pour toi? Mais c'est méchant. Si tu es parti pour sauver ton ventre, il n'y a pas de problème. Si tu manges bien là-bas, maman va te gratter, tu vas me donner. Tu vas me donner un peu, parce que c'est l'argent de tout le monde. Mais il ne faut pas aller t'asseoir là pour raconter des vulgaires. Il ne faut pas raconter des sornettes à la télévision pour se dire tu vas salir Guillaume Soro. Il ne faut pas raconter des fadaises, s'il te plaît. Sois humain dans la tête. Tu réfléchis comment? Donc si tu ne suis pas Guillaume Soro, on ne te donnera pas à manger. Diable. La dignité. Nous, on a choisi la dignité et l'honneur. Celui qui veut nous donner à manger, il n'a qu'à nous donner à manger. Un combat se mène avec conviction et dignité. Alassane Ouattara que tu t'en vas suivre. Tu crois qu'il n'a pas connu aussi la trahison? Alassane Ouattara a connu cette trahison. Quand on était dans le combat avec Alassane Ouattara, ce que Kanigui et toi, vous venez de faire là, c'est rien ça. C'est rien. Nous, on a vu pire que ça au RDR. Je vais te citer des cadres. Zemmour Fofana, n'a-t-il pas abandonné Alassane Ouattara? Est-ce que ça l'a empêché d'être président? Madame Kanaté, n'a-t-elle pas abandonné Alassane Ouattara? Les Jean-Jacques Béchot n'ont-ils pas abandonné Alassane Ouattara? Est-ce que ça l'a empêché? Je ne vais même pas dire le nom des morpions qui sont là maintenant, les Assou et Okonori là. En pleine élection, ils doivent abandonner Alassane Ouattara. Est-ce que ça l'a empêché d'être président? Nous, on croit en Dieu. Nous, on croit en Dieu. Ce n'est pas les petites trahisons là qui vont faire que Guillaume Soro ne va pas être président. Ces petites trahisons là, ça ne peut rien nous apporter. Nibizama Adana, ils n'ont pas trahi Alassane Ouattara à l'époque. Est-ce que ça empêche? Alors, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire qui soit nouveau, qui va ébranler Guillaume Soro? Et puis quelqu'un va estimer que l'avenir de Guillaume Soro, peut-être, son aventure va continuer de plus belle manière. Et maintenant, même là, l'homme se retrouve, il est maintenant heureux. Parce qu'à l'époque, il était trop renfermé parce qu'il avait peur. Cette traite-là était autour de lui. La marge est en train de diminuer. Il y en a encore. Il y en a encore. Nous, on connaît. Il y en a encore. Ils vont partir. Nous, on sait. Nous, on est déjà préparé à ça. C'est pour ça que Guillaume Soro, un jour, a dit, même si on est 10, on va continuer le combat. Vous pensez que c'était une phrase inutile comme ça? C'est parce qu'il avait connaissance de beaucoup de choses. Mais tu ne veux pas, parce que tu soupçonnes quelqu'un qui veut lui dire, non, toi, il faut partir. Mais personne, on sait qu'un moment viendra où les gens vont partir un à un. Et nous, on restera. Nous, on mènera le combat jusqu'au bout. Donc, avec nous, l'aventure continuera. Malheureusement, vous pensez que c'est quand on a été ministre, DG, qu'on est important, on est cadre. Mais non.
Un combat, c'est une idéologie. Un combat, c'est la détermination. Un combat, c'est la foi. Un combat, c'est les bénédictions. Nous, on a ça. On n'a pas besoin d'être président, on n'a pas besoin d'être ministre, DG, ambassadeur, pour avoir ces éléments de valeur culturelle. Notre éducation nous permet de savoir ce qu'on appelle la fidélité, la dignité et l'honneur. Et nous, on a un projet avec Guillaume Soro, on a un projet à la tête de l'État du Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que nous travaillons pour Guillaume Soro, vous vous trompez. Tous ceux qui sont dans le GPS, ou bien qui sont à l'opposition, qui pensent qu'ils travaillent pour Guillaume Soro, ils se trompent. Ils se trompent. Ce pourquoi nous sommes avec Guillaume Soro, c'est le même combat. C'est que la démocratisation de la Côte d'Ivoire, la réconciliation des Ivoiriens, pour que notre pays soit développé. C'est ça qui nous tient. En quoi est-ce que ça, c'est le combat de Guillaume Soro? C'est à croire que je touche du bois si Guillaume Soro n'est pas là aujourd'hui. Donc nous tous, on range, on s'en va s'asseoir au village. Mais non. C'est un combat qu'on mène avec objectivité, avec dignité et honneur. Pour rien au monde, quel que soit le montant qu'on va nous donner, nous autres. Si tu nous donnes, on prend. Moi, mais je demande, hein, il y a beaucoup de cadres même du PDC, du RHDP là. Quand je dis, mais toi, il y a quoi? Il faut me donner un peu, j'ai faim, il faut me donner. Mais c'est différent de, je vais te suivre. Hein. Je ne vais pas te suivre là-bas. Hein. Et puis tant que tu ne t'entends pas, Guillaume Soro continuer, bon, moi ce n'est pas mon problème. Guillaume Soro, c'est mon guide. Et je l'ai dit, l'arbre sous lequel je suis assis, je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne le couper. Sauf si tu m'abats. Voilà donc en ce qui concerne l'avenir de Guillaume Soro avec nous. Carnegie, je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Bon, Carnegie, c'est un frère que je respecte. Mais je respecte sa position. Quand il a raconté des balivernes au départ, bon, on l'a propre un peu, il est rentré. Mais s'il sort de ces conneries-là, parce que vous êtes à la recherche des postes de nomination, s'il rentre dans ces détails-là, on va lui répondre. Sinon, beaucoup de cadres qui ont fait Force Nouvelle avec nous, qui ont fait l'opposition avec nous, s'attaquent à Guillaume Soro, mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que j'estime que ce n'est pas la peine. Chacun a ses raisons. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il est en train de dépasser les bornes. Donc il faut qu'il s'arrête. Il n'est pas le seul intelligent. Il n'est pas plus diplômé que moi. Il n'est pas plus intelligent que moi. Seulement il est plus âgé que moi. Et il a eu plus de chances. Mais nous, on se moque de Guillaume Soro. Quand ça arrive, quand on dit j'ai bien fait. Il a pris des gens quand il les a bombardés, il leur a donné tout, voilà aujourd'hui. Maintenant qu'ils n'ont plus ce qu'ils avaient là, ils s'en vont de l'autre côté pour aller manger. On les appelle comment on l'appelle, la guêpe. Les guêpes à la recherche du nectar. Dans la forêt là, il y a des insectes comme ça qui cherchent le nectar. Quand il y a le nectar quelque part, les fleurs là, voilà, c'est là-bas ils s'en vont s'asseoir pour espérer avoir le nectar. Nous on n'est pas comme ça. Nous on a appris, nous sommes enfants de pauvres. On est digne dans notre pauvreté. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne la suite pour l'avenir de Guillaume Soro. En conclusion, je voudrais dire ceci. À tous les Ivoiriens, organisons-nous. Aujourd'hui, on a appris que Ouattara est en train d'organiser, il habille même ses miliciens pour passer à l'acte. C'est un aveu. C'est un aveu. Je vais vous dire une chose. 3 raisons que Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Plus de 90% des Ivoiriens ont refusé de le soutenir. L'armée ne soutient pas Alassane Ouattara. Moi, je vous le dis. Parce que si l'armée soutenait Alassane Ouattara, il n'allait pas recourir aux microbes. Si aujourd'hui, il recrute les microbes avec des machettes pour aller abattre la population, c'est parce que la population ne le soutient plus. C'est parce que l'armée n'est pas avec lui. Sinon, quelqu'un qui se dit président, c'est les forces régaliennes qui doivent établir l'ordre. S'ils estiment que nous, l'opposition, on fait le désordre, c'est normalement les forces de l'ordre qui doivent rétablir l'ordre. Mais comme il sait que l'armée, même l'armée ne le soutient pas dans la forfaiture, dans le viol de la Constitution, dans la prise en otage des Ivoiriens, et comme il le sait, il recourt au microbe. Et comme les vidéos sont là pour attester les machettes et les civils qui mettent de l'ordre, qui se vengent, qui font ceci, cela, et qu'on a commencé à les mettre en déroute par les organisations d'autodéfense que nous avons mises en place, il change de tactique, il fait coudre des treillis maintenant pour habiller les miliciens et puis leur donne des calaches. Ils ne savent pas tirer, je vous dis. Ils ne savent pas utiliser les armes là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les former suffisamment. Ils sont combien à tenir face à un déferlement populaire? Si nous nous organisons réellement.
Ils sont combien? Je me souviens que les étudiants les ont mis en déroute sur la cité. Je me souviens qu'ils ont été mis en déroute à Dabou. Ils ont été mis en déroute à Abonoir. Ça veut dire que si nous, les Ivoiriens, on a le courage de s'organiser, ces miliciens-là, et puis ces microbes-là, on peut les mettre en déroute. Donc, les deux raisons. Un, il n'a pas la population avec lui. Deux, il n'a pas l'armée avec lui. Il n'a pas la légitimité. Il n'a pas la légalité. Parce qu'il a fraudé. Il n'est pas quelqu'un qui doit être président encore en Côte d'Ivoire parce que la Constitution met fin à son pouvoir. La population a attesté en refusant d'aller voter le 31. Il a fraudé, il a braqué. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est venu vous braquer, prendre votre argent, que vous allez dire oui, il est le plus fort. Mais non, il a fait du braquage. Il a fait du braquage. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'organise. C'est à nous de nous organiser. Je n'ai pas dit, allons prendre des armes. Nous, on n'en a pas. On ne connaît même pas où on va armes. Mais bouche que nous, on a là. Ah, nous, on va parler. Hein. Moi, mon arme, là, c'est ma bouche. Moi, je vais parler. Alors, là, ces ministres qui viennent s'asseoir à la télévision pour raconter leur vie, là. Ils savent la vérité. Ils savent qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'Alassane Ouattara a braqué les élections. Il a braqué le pouvoir. Donc, si maintenant vous ne voulez pas qu'on aille, de grâce, ne demandez pas à Guillaume Soro d'aller se livrer à ça. Comme ils sont en train de dire que Guillaume Soro va être rapatrié, tout et tout. Il n'y a pas de problème. Comme c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Il n'y a pas de problème. Mais, de grâce, levons-nous. C'est un combat d'ensemble. Nous devons nous battre ensemble. Et non croiser les bras, pour attendre que Guillaume Soro vienne nous sauver. Maintenant, si dans notre combat, s'il y a des corps habillés, l'armée ivoirienne ou bien la gendarmerie ou bien quoi, ils décident de mettre fin à toute cette belligérance, on va applaudir et je serai le premier à danser. Mais ce n'est pas un programme pour nous. C'était donc les propos du disciple. Et je tiens à l'œil, Méité. Je le tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil. Si tu n'as pas arrêté, diarrhée que tu as eu là, toi et moi, on va se rencontrer au WC pour aller faire les déchets là ensemble. Connerie, tu as eu une indigestion qui te rend fou là. Si tu es fou, tu vas trouver des fous devant toi. Et puis tu sauras que tu n'as pas été le seul fou. Avant toi, il y a eu des fous. Au même moment que toi, il y a des fous. Et après toi, il y aura des fous. Voilà ce que le disciple voulait faire passer et mettre Méité en garde. Je vous remercie et à bientôt. C'était donc le disciple. Je vous salue ce roman. Je vous embrasse. À bientôt pour la lutte. Merci beaucoup.